de nous réapproprier. Car les plus belles idées, celles qui nous font avancer, qui améliorent le sort des hommes, sont toujours fragiles. Et l'Europe ne vivra que par l'idée que nous nous en faisons. À nous de la vivifier, de la rendre toujours plus belle et plus forte, de ne pas nous laisser arrêter par la forme que lui donnent les circonstances historiques. Car cette forme passe, mais l'idée demeure. Et son ambition doit être la même. Vivre collégialement, c'était l'idéal de Robert de Sorbonne. Et de partout affluaient les intellectuels et les érudits qui allaient forger la pensée européenne. À travers les guerres et les crises, à travers toutes ces péripéties de l'histoire qui ont frappé l'Europe, cette pensée n'a cessé de grandir, de rayonner. Et là où le chaos aurait pu triompher, la civilisation, toujours, l'a emporté. La première institution européenne était née. La nouvelle de la ratification se répandit à travers le monde. En effet, pour la première fois dans l'histoire de l'Europe, plusieurs peuples autrefois divisés acceptaient de se soumettre à des règles communes. Un grand espoir venait de naître. Cette solidarité nouvelle de production et de travail entre 6 peuples d'Europe allait être le fragment d'une véritable communauté de plus de 150 millions d'hommes. Poursuit M. Monnet de recréer ce bassin naturel dont les hommes ont arbitrairement morcelé l'unité et limité le développement. Ce bassin, par la densité de ses ressources minières et de ses installations industrielles, constitue un ensemble unique au monde. Nous ne sommes qu'au début de l'effort que l'Europe doit faire pour connaître enfin l'unité, la prospérité et la paix. Les institutions de la nouvelle Europe, à cet instant, prennent le grand départ. Ça s'appelait le super-impérialisme ou le supra-impérialisme. Et ce super-impérialisme ou supra-impérialisme, on n'ose plus utiliser l'expression, Offenstadt n'utilise pas l'expression, mais finalement, c'est cette idée que la concentration du capital est un obstacle aux guerres. La concentration du capital, l'alliance entre les capitaux français et allemands, parce qu'évidemment c'est la base de réflexion de Kautsky. Hein, on s'entendait tellement bien à travers les frontières, on faisait ensemble de tels cartels communs, commerciaux, internationaux, malgré la crise. On avait tellement réussi à se répartir les marchés, même les marchés de capitaux. Tu prendras ceci, moi je prendrai cela, que finalement le danger n'était pas grand. Je vous rappelle qu'on était en 1910-1911 et que ce super-impérialisme s'est évidemment effondré. Évidemment, à partir de 1914, l'échec de cette thèse de l'impérialisme est tellement grand qu'il a fallu les dernières décennies pour mettre à bas cette idée que la Première Guerre mondiale était la conséquence des rivalités impérialistes. Kautsky avait donc développé cette thèse du super-impérialisme ou du supra-impérialisme selon lequel, à un degré donné de concentration de l'économie, les concentrations de capitaux, les associations de capitaux transnationales sont en mesure de surmonter les tendances aux conflits nationaux, aux conflits internationaux, et par conséquent, on allait passer, avec ces associations de capitaux, à une phase où les compromis étaient possibles. Eh bien, c'est précisément ça, ou la négation de cette idée du super-impérialisme que démontre non seulement la Première Guerre mondiale, mais tout ce qui a suivi et qui est au cœur de la formation de l'Union européenne. Les ententes financières, les filiales communes, les associations, tout ça a fonctionné entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, mais ça commence à fonctionner très mal
vu la fermeture des marchés sous les effets de la crise et l'incapacité donc de se ménager par la voie pacifique toute une série de marchés qui étaient conquis auparavant. Vous en avez un exemple qui est très connu, mais sur lequel il faut beaucoup réfléchir, surtout un siècle après nous sommes, c'est-à-dire l'exemple des affrontements pétroliers dans l'Empire ottoman. C'est-à-dire, je vous le rappelle, en Irak, dans ce qui est devenu l'Irak. C'est-à-dire le fait qu'en 1903, toute une série d'accords entre banques, ma foi, qui s'étaient déroulés pas mal, eh bien, ils s'arrêtent ou ils sont bloqués par le fait que l'impérialisme allemand remporte une grande victoire lorsque l'Empire ottoman lui attribue la future concession des chemins de fer de Bagdad, c'est-à-dire de ce qui permettra l'évacuation du pétrole. Notez-le, ce pétrole qui est la clé, qui est une des clés de la Première Guerre mondiale, est une des clés de la Deuxième Guerre mondiale, et il dresse un état tout à fait stupéfiant de ce qu'est l'impérialisme en 1914, c'est-à-dire cette nouvelle phase du capitalisme. C'est intéressant, cette nouvelle phase du capitalisme, car à l'époque elle est nouvelle, elle date des années 1880, dont on veut nous faire croire aujourd'hui qu'elle est nouvelle et que, par exemple, la financiarisation de l'économie est un phénomène qui vient de se dérouler et qui d'ailleurs a empêché le très bon fonctionnement de ce beau rêve européen. Qu'un des plus grands historiens allemands, celui qui est considéré encore aujourd'hui comme le véritable historien de l'économie de guerre allemande, qui s'appelle Dietrich Eichholz, et qui a fait une histoire de l'économie de guerre allemande que je vous recommande vivement. Il en existe d'ailleurs un résumé, il n'a pas été traduit en français, il en existe un résumé qui était paru dans la revue marxiste Recherche internationale, qui a dû être publié. Il suffirait de chercher Eichholz et Recherche internationale. C'est assez ancien, hein, mais c'est un bon résumé. A fait ces dernières années un travail sur la Mésopotamie et la politique pétrolière allemande jusqu'en 1918, donc dans le cadre de l'avant et de l'après et de la Première Guerre mondiale, et un excellent ouvrage aussi remarquable qui a été traduit en anglais, pas encore en français, sur la guerre pétrolière de la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'il faut le savoir, à une époque où on nous parle tant d'idéologie, un des motifs de l'agression contre la Russie, c'est bien entendu non seulement les ressources propres de la Russie et les ressources pétrolières propres de la Russie, mais le fait que l'agression contre la Russie ouvre la voie vers les zones irakiennes et vers le reste du pétrole. Et c'est un des aspects d'ailleurs de l'échec devant la résistance soviétique, de l'échec de l'impérialisme allemand. Dans la Première Guerre mondiale, cette Union européenne, finalement, on peut penser qu'elle disparaît, hein, cette alliance franco-allemande. D'abord, je le précise, elle ne disparaît pas entièrement. Les phénomènes que j'ai étudiés, et je suis bien désolée d'ailleurs qu'on soit si peu de monde en France à les étudier, parce que c'est tellement éclairant pour la suite, y compris pour aujourd'hui. Les éléments que j'ai étudiés dans ce qui a été cité tout à l'heure, c'est-à-dire le rôle des industriels et des banquiers français pendant la guerre, eh bien, ces œuvres des industriels et banquiers pendant la guerre, ce qui est connu sous le nom de collaboration économique, et qui est d'ailleurs bien, qui va bien au-delà de la collaboration économique, hein, je le montrerai dans mon prochain livre qui sortira l'année prochaine. Donc, ces actes connus comme collaboration, ce sont des actes qui ont été précédés par la Première Guerre mondiale. Pendant cette guerre, le capital n'arrête pas ses relations. Le capital n'arrête jamais ses relations. Même pas un jour, même pas une heure. Ça vous explique que des phénomènes qu'on croit très propres à la seule collaboration de Deuxième Guerre mondiale sont des phénomènes qui datent du grand affrontement de 1914. Je ne vais vous donner qu'un exemple qui était bien connu
de vos ascendants, de nos ascendants, et que mon collègue Jeannet présente là encore comme une exagération ridicule de tel ou tel publiciste pourtant bien informé, qui s'appelle Roger Mennevé, c'est l'affaire de Briey. L'affaire de Briey, c'est très simple, 2 mots quand même, l'Allemagne l'Allemagne prussianisée en 1871, vous le savez, a annexé la Moselle sur la base de la reconnaissance par le personnel sidérurgique des seuls gisements ferrifères de la Moselle. Et puis il se trouve qu'ils n'ont pas été au courant des réserves sous le sol de la Meurthe-et-Moselle, qui sont découvertes en 1881. De sorte que, à partir de 1881, il y a aussi du minerai français. Et que naturellement, l'Allemagne, qui a un programme d'autant plus ample que son accès au capitalisme en pleine phase impérialiste, lui a donné une puissance telle qu'elle se trouve au début des années 1890 déjà, le 2e producteur mondial, qu'elle pulvérise la place de l'Angleterre, et que son programme d'expansion est gigantesque, et que, bien qu'on s'aime beaucoup entre capitalistes, eh bien, il y ait conflit, mais que ce conflit, même en guerre, puisse faire l'objet de compromis. Je reviens à mon affaire. Briey, c'est donc le minerai de Meurthe-et-Moselle, qui appartient aux de Wendel. Vous le savez, cette famille de rois de France, dont d'ailleurs un récent héritier était lui-même un petit roi, ou un de nos petits rois et même de nos grands rois, c'est-à-dire dirigeait comme son grand-père l'organisation patronale, puisque le grand-père avait été une personnalité éminente de la Confédération générale du patronat français constituée après la Première Guerre mondiale, à l'époque ça s'appelait de la production française, et que lui-même, le baron Seyer, était devenu le président, et le petit-fils de François de Wendel était devenu le président du MEDEF. Eh bien, le grand-père, François, de la Société anonyme des petits-fils de Wendel, avait ce bassin de Briey avec de l'excellent fer. La Reichswehr arrive à Briey, on s'arrange, on s'était évidemment arrangé avant, et on s'accorde pour que l'Allemagne puisse, tant qu'il sera nécessaire, utiliser non plus seulement son minerai de Moselle, mais le minerai de Meurthe-et-Moselle, et par conséquent ne détruisent pas le bassin ferrifère, mais s'en servent, ce qui sera fait jusqu'en 1918. Ah, dit Jeannet, c'est une accusation indigne. Le comité des forges a passé son temps aussi à dire que c'était une accusation indigne, mais c'est une accusation tout à fait fondée. Je vous renvoie d'ailleurs aux éléments que je cite et qui ont alimenté une polémique qui n'a pas cessé, je dirais, de 1918 à la Deuxième Guerre mondiale. On s'arrange, mais il y a guerre quand même. Alors, comment les choses se font à partir de la fin de la Première Guerre mondiale? Eh bien, les États-Unis jouent un rôle essentiel en Europe. Il faut savoir, on vous parle souvent d'isolationnisme américain, c'est une ânerie énorme. L'isolationnisme américain, c'est quoi en réalité? C'est simplement l'affirmation par les dirigeants des États-Unis, économiques et politiques, qui sont confondus, c'est l'affirmation que les États-Unis, quand ils entrent en guerre à leurs propres conditions et pas quand on leur tire la manche. C'est ça, les lendemains de la Première Guerre mondiale et l'abandon des revendications de Clemenceau. Hormis ça, les États-Unis jouent en Europe un rôle énorme après la Première Guerre mondiale. En particulier, ils sont les responsables uniques de ce qu'on pourrait appeler les arrangements financiers, c'est-à-dire les arrangements majeurs des lendemains de la guerre,
les arrangements entre dettes de guerre, règlement des dettes de guerre et ce qu'on appelle réparation. C'est-à-dire, vous le savez, cette peine qui est infligée à l'Allemagne, considérée dans le cadre du traité de Versailles comme l'unique responsable de la guerre. Les plans Dawes en 1924, du nom d'un banquier, les plans Young de 1930, du nom d'un banquier américain, banquier et grand industriel américain, ce sont des plans qui sont destinés à organiser, dans le cadre des intérêts américains, la très grande promotion des intérêts de l'Allemagne, puisqu'ils cadrent avec ceux des Américains, au moins en partie. Versailles avait institué ce qu'on trouve dans tous les manuels, ce que mes étudiants me ressortent quand ils sont tout petits, que le traité de Versailles était épouvantable, etc., que l'Allemagne était accablée par les réparations. Le peuple allemand a été accablé, c'est vrai, mais le capital allemand, non. Et pourquoi l'Allemagne était-elle si importante? Pour deux raisons majeures. Pour des raisons commerciales, qui se sont accentuées avec la crise des années 1930. L'Allemagne était en effet un énorme client, et je laisse tomber les années 20 parce que mon exposé préliminaire serait trop long. Dans la période de la crise, l'Allemagne est entrée, tout le monde le sait, de manière massive dans la solution par le réarmement. Réarmement clandestin, il faut le savoir, qui n'avait pas attendu Hitler, qui était mené fort avant, dès 1919, et que la crise avait accéléré avant Hitler, sous Brüning et ses successeurs. Or, ni la France ni l'Angleterre n'avaient envie de réarmer. Pour des raisons qu'ont exposées très bien certains de mes collègues, anglophones notamment, mais qui en France n'existent pas, c'est-à-dire que les conditions d'exploitation en France et en Angleterre étaient jugées insuffisamment intéressantes. Par conséquent, le réarmement ne tentait plus. Par contre, il tentait beaucoup l'Allemagne, qui avait réussi à casser ses salaires d'une manière admirable. Il faut bien le dire, dans les années 1920, le modèle italien avait énormément plu aux classes dirigeantes françaises, comme à toutes les classes dirigeantes européennes et états-uniennes aussi. Hein. Bon. Mais finalement, les Italiens étaient un peu modestes dans les méthodes d'exploitation par rapport à ce qu'ont fait les Allemands en 1930 et encore plus en 1933. Parce qu'en 1933, c'est devenu absolument glorieux. 16 heures par jour, pas d'heures supplémentaires, pas de syndicats, c'est encore mieux. Évidemment, quand ils sont raisonnables, on obtient beaucoup d'eux, mais quand on n'en a pas, c'est encore mieux. Plus de partis ouvriers, ceux qui ne servaient pas à grand-chose, parce qu'il valait mieux qu'il n'y en eût point. Il fallait bien vendre nos matières premières, nos fameuses matières premières de ces secteurs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Eh bien, ma foi, l'Allemagne qui réarmait était un excellent acheteur de matières premières. Qu'à cela ne tienne, on les lui a vendues. Et donc, on lui a vendu notre excellente minette de Lorraine, plus quelques minerais par-ci par-là, en Normandie, plus les minerais des colonies. Et alors, jusqu'à une date très avancée, je vous le dis d'ailleurs, sachez-le, qui a bien entendu dépassé la période de la drôle de guerre, de telle sorte que quand les Allemands ont négocié les accords de l'été 1940, ils n'ont pas négocié des accords, ils ont prorogé des accords qui avaient couru comme il fallait depuis les années 1920, accord de commerce de 1927, accord de commerce de 1937, renoué, prorogé dans la fièvre de l'été 1939, c'était une véritable frénésie. Et ce qui était vrai de la minette a été vrai de la bauxite, c'est-à-dire qu'il faut que vous le sachiez, l'aviation allemande allait très bien grâce à notre bauxite. C'était le principal fournisseur de l'Allemagne qui avait aussi de la bauxite hongroise, mais la nôtre c'était plus. Tout ça pour vous dire que si l'Allemagne avait intérêt à réarmer, nos milieux dirigeants, non. Ça vous explique, comme disait un de mes collègues, que Renault soit devenu un très grand pacifiste.
dont la fortune avait beaucoup grandi dans la Première Guerre mondiale, mais qui n'aimait plus la guerre, plus du tout. Il n'a recommencé à l'aimer qu'à partir de l'été 1940, où il a fait travailler ses usines pour la guerre, alors que jusque-là, il aimait mieux faire des voitures de tourisme. Bien. Amusant d'ailleurs, puisque dans la mesure où nous expliquait-on l'Europe c'était la paix, eh bien par exemple, il n'y avait plus de questions européennes entre 1933 et 1945, parce que on ne pouvait pas imaginer que l'Union européenne eût été une question posée en cette période qui avait connu l'avènement du nazisme, enfin le nazisme en Allemagne. Et puis ça reprenait tranquillement en 1945, parce que cette œuvre de paix, évidemment, pouvait se redéployer. Alors, je dois dire que c'est assez comique, dans la mesure où la période de la guerre, et pour chacun des pays concernés, la période de l'occupation, a été, je dirais, une période presque idyllique de triomphe de l'Union européenne. On s'associe, on forme des cartels communs, qui ne limitent pas, qui peuvent limiter, mais qui ne peuvent pas empêcher la concurrence du capital, parce que la nature même du capital est une nature guerrière, si je puis dire, le capital se développant en tuant les autres capitaux. Et il est vrai que les carences que nous avons aujourd'hui dans la connaissance historique sont entretenues par les carences énormes qui sont les nôtres en matière d'analyse économique, puisque on ne fait plus d'analyse économique. L'impérialisme français est un impérialisme très comprador, pour toute une série de raisons, et en particulier d'ailleurs pour des raisons qu'on impute souvent exclusivement à l'Italie, c'est-à-dire la peur des classes dirigeantes françaises à l'égard de leur peuple, qui les rend particulièrement dépendantes et qui les incite à chercher ailleurs des soutiens qui risquent de leur faire défaut à l'intérieur. C'est une donnée extrêmement importante parce qu'elle permet d'éclairer, et ça n'est pas une réalité strictement contemporaine, elle permet d'éclairer des concessions et des abdications de souveraineté ou de part qui paraissent particulièrement évidemment aux lecteurs des archives, puisque les archives disent des tas de choses qu'on ne nous raconte pas, des abdications de souveraineté ou de part qui sont stupéfiantes compte tenu éventuellement de l'avance ou du rôle substantiel du capitalisme français dans tel et tel secteur. Il faut le dire parce que je dirais que un des aspects très importants du découragement actuel, et non évidemment, repose sur la méconnaissance de l'histoire. Savoir que tout ce qu'on nous présente aujourd'hui comme une espèce de fardeau qui nous tombe sur les épaules et qui est complètement neuf, par conséquent auquel nous ne pouvons pas envisager de solution, c'est d'autant plus facile que l'effort a été mis sur la casse de l'histoire et sur l'impossibilité pour la population de comprendre que toute une série des mots dont elle est accablée sont des mots anciens auxquels, d'ailleurs, il a été possible à certains moments de trouver solutions légères ou partielles, ou même solutions plus fondamentales. C'est au lendemain de cette Première Guerre mondiale que se dessine l'Europe d'aujourd'hui. Pourquoi? D'abord parce que, évidemment, cette collaboration parfois difficile entre le capital français et le capital allemand, vous allez le voir, se renoue très vite, et parce que intervient dans le dispositif le nouvel impérialisme dominant, celui qui est déjà de fait dominant depuis les années 1890, à l'époque où les États-Unis deviennent le premier producteur industriel mondial,
tandis que l'Allemagne devient le deuxième. Les États-Unis, donc, et c'est souvent ignoré, les États-Unis sont l'impérialisme dominant de la Première Guerre mondiale et surtout leur assise européenne se dessine pendant la Première Guerre mondiale, alors qu'on ne le sait pas et que, y compris parmi mes collègues, je pense en particulier à un grand apôtre de l'Union européenne qui est mon collègue Bossuat, beaucoup de mes collègues pensent que tout a commencé en 1945, rien n'a commencé en 1945, et comme le disait très bien l'ambassadeur Jusserand, ambassadeur à Washington pendant la Première Guerre mondiale et jusqu'en 1923, nous empruntons plus que de raison, il faudra rembourser et pour ce faire, nous devrons accepter toutes les conditions de Wilson, le président de l'époque, et par conséquent, toutes ses ambitions. Et ces ambitions, ça n'était pas seulement la porte ouverte, c'est-à-dire la liberté totale d'accès aux capitaux américains tel que le secrétaire d'État Hay l'avait revendiqué en 1899 contre l'Europe impérialiste, en revendiquant sa propre part de la Chine. La porte ouverte, c'était la porte ouverte en Europe, où les États-Unis disposaient déjà d'énormes points d'appui, non seulement en Angleterre, mais en Allemagne, puisque l'association germano-américaine était déjà très avancée entre des industries et des banques qui avaient atteint un degré de concentration équivalent, un degré de concentration supérieur à tout ce qui existait par ailleurs, et par conséquent, lorsque se clôt la Première Guerre mondiale, les États-Unis sont devenus déjà un des protagonistes essentiels de ce qui vise, du côté des États-Unis, à constituer un marché européen strictement et sans réserve ouvert au capitalisme américain qui, il faut le préciser, est en situation de surproduction, l'a été dans le cadre de la crise et qui d'ailleurs, dans le cadre agricole, l'est de manière structurelle. Je vais parler un peu plus de l'Union européenne classique quand elle est devenue vraiment Union européenne, mais je voudrais que vous notiez à quel point elle a d'abord été le fruit des associations de capitaux et des cartels qui ont été établis entre les deux puissances européennes continentales dominantes à la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire d'une part la France, avec un impérialisme déjà non seulement très financier, mais très coupeur de coupons, comme dit Lénine, c'est-à-dire qui est bien plus financier même qu'industriel, et l'impérialisme à forte base industrielle qui se développe considérablement à la fin, qui se crée et qui se développe considérablement en pleine crise systémique du capitalisme, entamée en 1873 en Allemagne. Je laisse tomber d'autres, évidemment, qui peuvent venir dans la discussion, mais la base de l'Union européenne, elle est là. Elle est dans ces associations de capitaux et de cartels qui sont une véritable démonstration de la période de transition entre la paix et la guerre, puisque sous l'effet à la fois des pressions américaines, sur lesquelles on pourra revenir évidemment, et des liens propres entre impérialisme français et impérialisme allemand, qui n'ont pas été dissous pendant la guerre et qui ont explosé ou réexplosé après la Première Guerre mondiale. Dès 1924, 1925, en réalité, la politique dite dure est abandonnée. Si on entre dans le détail, elle est abandonnée tout de suite. Elle est abandonnée tout de suite parce que la supériorité allemande, la supériorité industrielle allemande, fait que le capital français conserve les yeux de chimène à l'égard du Reich, ne serait-ce par exemple que pour obtenir les brevets chimiques dont la France a besoin. Il y a une chose qui est à retombe de dire que
la chimie allemande est morte, il y a une autre chose qui est de passer à corps secret avec les firmes allemandes et la première forme de Ligue Farben, qui n'est pas encore une union de capitaux, mais une association très étroite des firmes, pour essayer de conquérir ce premier rang chimique que l'Allemagne, en fait, reconquiert dès le début des années 1920. Sous l'effet, donc, de ces forces diverses, dès 1926 est signé l'acte de naissance de l'Union européenne, c'est-à-dire en septembre 1926, la création du cartel international de l'acier. Cartel international de l'acier qui se fait avec les mêmes protagonistes que nous connaissons aujourd'hui, enfin vous me direz leurs petits-fils, leurs arrière-petits-fils, et assimilés divers, puisqu'aussi bien il s'agit, dans le cadre d'un cartel, de se répartir toute une série des marchés dans lesquels l'Allemagne se taille déjà la part du lion. Vous y retrouvez, sauf l'Italie, les premiers signataires, puisque vous y avez la France, la Belgique, le Luxembourg et l'Allemagne. Un mensonge qui court depuis 67 ans. Avec les accords dits de Robert Schuman, ce qu'on nous présente comme étant un projet nouveau, en mai 1950, l'Europe, cette belle idée de l'union des peuples, instaurant un marché commun du charbon et de l'acier, le CECA, qui lie l'Allemagne, la France, le Luxembourg, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas. Grâce à cela, l'Europe, c'est la paix. Une imposture, voire du charlatanisme dont procèdent les pères falsificateurs de l'Union européenne, annonçant que cela ne s'est jamais fait, n'est qu'une exacte copie du cartel du charbon et de l'acier de septembre 1926. Pour asseoir ce mensonge, il faut qu'il y ait culpabilisation des peuples. Si guerre il y a eu, c'est par la faute des peuples car nationalistes. Mais qui décide de faire la guerre entre nations? Qui a le pouvoir de les déclencher? À chaque fois que des événements se sont déroulés par la rue ou par les peuples dans l'histoire, cela a toujours été contre des dominants oppresseurs. Quelques exemples. 1358, la jacquerie en Île-de-France. 1382, révolte des Maillotins à Paris. 1789, révolution déclenchée par la bourgeoisie. 1871, la commune de Paris en France. 1917, révolution d'octobre en Russie. Et plus récemment, par exemple, en 2011, les printemps arabes. Or, des guerres entre nations, cela a toujours été pour asseoir des dominations, piller des matières premières, étendre des empires, qu'ils soient territoriaux ou capitaux, au profit de la classe dominante du moment. Il n'y a pas besoin de remonter très loin dans le temps. Juste en 2003, nous avons vu la manipulation de masse à l'œuvre, opérée pour des intérêts militaro-industriels, banquiers et pétroliers, affirmant que le 11 septembre était le fait de l'Irak. La détention par Saddam Hussein d'armes de destruction massive. Nous avons vu Colin Powell, mandaté par le gouvernement Bush, mentir devant le monde entier.
des accords et concentrations des capitaux multinationales ont abouti à la Première Guerre mondiale. Des accords et concentrations des capitaux multinationales ont abouti à la Seconde Guerre. Donc, il est logique de penser que depuis 60 ans, des accords et concentrations des capitaux multinationales, c'est ce qui nous préserve de la guerre. Quelle vaste plaisanterie! Ce sont les mêmes qui déclenchent, bénéficient et s'enrichissent de la guerre, mais surtout jamais ne la font, qui viennent nous expliquer que eux ont la solution pour notre bien-être. Après 50 ans de cette solution, suite à la signature du traité de Rome, à qui cela profite ? Quel facteur n'existait pas en 14 pour faire obstacle à la Première Guerre mondiale et n'était pas là pour empêcher la Seconde Guerre mondiale en 39 ? Le capitalisme ? Pas vraiment. Les multinationales et accords internationaux ? Cela existe depuis le 19e siècle. La mondialisation ? Elle est là depuis que l'homme se regroupe en civilisation. Quel élément dissuada les Américains et les Russes d'entrer en guerre ? Qu'est-ce qui a fait que la première armée mondiale s'abstient d'écraser un confetti comme la Corée du Nord ? La dissuasion nucléaire. Malheureusement, une bombe atomique ne fait pas la différence entre un champ de bataille et un outil de production. Si une guerre éclatait en Europe, Monsieur François Wendel et ses descendants ne pourront pas pactiser avec l'ennemi sous couvert de ne pas toucher à leur outil de production, ce qui leur permettrait de vendre biens et matériaux à coût modique. Nous vendre la construction européenne c'est la paix, c'est comme si on affirmait que l'alcool guérit du cancer. Monsieur le soi-disant philosophe, mais à coup sûr prêcheur de l'église européiste, voire le très bon travail de Trouble-Fait, jupitérion et omniscient Monsieur Macron, comme sur bon nombre de sujets, il serait bon de commencer par bosser un peu les dossiers. Une affirmation ne devient pas vérité parce que vous la claironnez. La voix de son maître n'est pas le bien fondé. Reprenez vos certitudes et allez voir les archives dans lesquelles une idée pourrait jaillir, qui ne soit pas insufflée. Car sans Sherpa, pas de premier de Cardé.